Bonjour à tous. Bonjour. Pour nous présenter, je vais d'abord laisser l'honneur aux dames. Donc Leila Seissa de chez Dastra, qui est juriste, qui va participer avec moi à ce webinaire. Et moi-même, Fabrice Eke, qui est le directeur de la société Cyber Expert, qui est une société belge qui fait de la cybersécurité, mais aussi de la protection des données. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà les deux principaux interlocuteurs que nous sommes pour cette session. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Laila Saïssa. Je suis responsable du contenu juridique chez Dastra. Donc, on est une plateforme qui a été créée en 2020 et qui est principalement conçue pour les DPO, mais pas que, et qui permet en fait de gouverner la conformité, que ce soit RGPD ou encore AI Act. Et nous avons un module qui arrive plus global de compliance. Donc voilà. Donc, Cyber Expert, rapidement, société, pardon, comme je vous le disais, basée en Belgique. Depuis 15 ans, on fait de la cybersécurité, mais aussi de la protection des données depuis l'arrivée du GDPR, où on accompagne pas mal de nos clients dans la conformité, que ce soit de la NIS2, de l'ISO, du GDPR, de l'IACT maintenant. Donc voilà, on est un bureau de conseil et nous sommes aussi le distributeur d'Astra sur la Belgique et le Luxembourg. Alors, pour démarrer, avant, puisqu'on va parler pas mal de la gouvernance des IA, j'aimerais juste démarrer sur une remarque, puisqu'on en parle beaucoup, c'est ce fameux projet Omnibus qui est un projet de règlement. Et j'aimerais justement, Leïla, si tu peux nous donner quelques informations sur ce projet dont on parle beaucoup en ce moment. Bien sûr, alors déjà, les gens ont souvent cette conception de penser qu'il n'y a qu'un seul projet omnibus. En réalité, c'est ce paquet-là qui va concerner tous les textes privacy, même AI Act. En fait, c'est la septième proposition de projet omnibus, parce que depuis 2025, la Commission européenne, elle a en fait multiplié ces projets-là dans plusieurs domaines différents, dans le but de simplifier, de réduire les charges administratives. Et donc là, celui qui nous concerne principalement, c'est ce septième projet-là, qui aura pour but donc de favoriser l'innovation, de rendre ça, la charge de conformité un peu moins lourde en fait aux entreprises. Et aussi de réduire les doublons entre les textes, parce qu'il y a donc ce gros paquet numérique que nous connaissons et qui a souvent des doublons, souvent des chevauchements en fait entre les règles. Et donc ce projet Omnibus va venir clarifier tout ça. Et c'est pour ça que ça modifie une dizaine de textes et il en abroge même quatre. Donc, par exemple, ils refont le Data Governance Act dans le Data Act. Donc, il y a plusieurs textes. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de voir donc tous les détails. Mais ce qui nous importe, c'est de savoir qu'il y a deux projets de texte qui en découlent. Donc, un qui va concerner, un qui s'appelle le Digital Omnibus Regulation, donc qui va modifier ce corpus de texte dont je parlais, le RGPD, le Data Act, etc. Et le second, qui est le Digital Omnibus on AI Regulation. Donc, c'est vraiment un texte séparé sur l'IA et qui vient principalement modifier l'AI Act euh, dans des mesures, encore une fois, ciblées de simplification. Donc, pour garantir la mise en œuvre rapide, fluide de l'IA Act, on sait que c'est pas encore clair pour tout le monde, ce règlement-là. Et ça a plusieurs impacts assez importants. Par exemple, ce projet-là, il prévoit en fait de décaler la date d'application des obligations qui pèsent notamment sur les fournisseurs de systèmes à haut risque, systèmes dits à haut risque, qui en l'état actuel en fait devaient s'appliquer à partir d'août 2026, donc dans pas très longtemps. Mais cette proposition prévoit de décaler ça à 6 à 12 mois et même jusqu'en 2028 pour certains secteurs et certains systèmes à haut risque prévus dans l'annexe de l'IA Act, de l'AI Act. Donc, à noter en fait que ce texte n'a pas encore été adopté. Il devra être approuvé à la fois par le Parlement et les États membres, donc dans le système de trilogue classique. Donc, on doit attendre voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, la forme qu'il prendra, ça restera un règlement, a priori, donc qui sera d'application directe. Euh, et voilà, ça impacte quand même notre sujet qui est la gouvernance de l'IA. Donc, c'était important qu'on ait quelques remarques là-dessus.
Pour ceux qui sont intéressés, nous avons déjà organisé un webinaire sur ce sujet il y a 2 semaines, donc le jour d'après de la sortie du projet, et le replay et les slides sont disponibles sur notre site. Voilà. Et je pense que déjà, pardon, je pense que Max Schrems a déjà attaqué Ah oui, ce projet Omnibus, hein. J'ai lu quelque chose dessus. Donc, vivement, OK. Donc, vivement, il ouais. va y avoir encore pas mal de rebondissements. Ouais. Alors maintenant, on va passer directement au sujet qui concerne cette session, ce webinaire qui est la gouvernance de l'IA. Vous avez tous entendu parler, on est de plus en plus utilisateurs de l'IA. Il y a plein d'avantages, ça augmente la productivité des collaborateurs, mais ça implique aussi une surveillance, ça implique une connaissance de ce qui va se passer. Mhm. Donc on va démarrer directement avec les questions. Donc je vais d'abord poser des questions à Leïla. Et la première question, justement, qui est intéressante, c'est qu'est-ce que, par rapport à l'IA, on entend parler de référent IA et j'aimerais que tu nous apportes ton avis, tes éclaircissements sur qu'est-ce Mhm. qu'on entend par référent IA ou gouvernance IA dans les derniers textes exactement. Alors, le RIA ou l'AI Act, en fait, il n'impose pas explicitement les mots référent IA ou sa nomination. Donc, il n'a pas la même démarche en quelque sorte que le RGPD en désignant le DPO. Donc là, il manque donc cette mention explicite, mais en fait la nuance ici est importante parce que le texte il impose quand même pas mal de responsabilités, des obligations organisationnelles qui dans la pratique en fait vont rendre indispensable la désignation de cette personne-là. Après, ça peut ne pas être une personne individuelle, mais une équipe, peut-être un comité IA qui va être chargé de la conformité de l'entreprise, de l'organisation. Mais en tout cas, ce n'est pas une obligation qui est formelle prévue par le texte, contrairement au RGPD avec les DPO. Et donc, ce qui fait que dans la pratique, la majorité des organisations vont venir créer ce rôle justement parce que ça devient indispensable ou constituer encore ce comité IA interne et transverse surtout, donc impliquer plusieurs équipes, plusieurs peut-être référents ou plusieurs euh, euh, ambassadeurs en quelque sorte des équipes différentes pour que tous les sujets puissent être couverts à travers l'IA, parce qu'on sait que ça touche à tout, et que c'est important d'avoir le retour de plusieurs personnes, que ce soit l'équipe juridique, que ce soit l'équipe technique, dev. Voilà. Ou encore, les entreprises vont intégrer ce rôle-là au DPO ou au RSSI. Donc voilà. Mais est-ce que le DPO, il peut être référent d'IA parce qu'il a déjà une charge importante de travail avec le RGPD? Est-ce Ah, ça, c'est sûr. qu'il peut avoir cette double casquette? Alors, on- je sais pas pour vous, mais moi je vois plein de désignations qui sortent récemment dans le monde de la compliance. On a le responsable conformité IA, on a le délégué à l'éthique numérique, on a le AI officer, donc pas mal d'évolutions, pas mal de rôles qu'on découvre. Mais la question reste importante par rapport au positionnement en fait du DPO sur ce sujet. Je- et de savoir en fait jusqu'où aller, jusqu'où s'étend son champ d'intervention en fait au DPO. Pourquoi? Parce que il est censé être au cœur, il ou elle est censé être au cœur de toute démarche de conformité qui implique les données personnelles, parce que finalement c'est ça son rôle, et on sait que l'IA, peut-être pas pour tout, mais dans la grande majorité, va s'entraîner ou utiliser ou traiter en toute forme possible des données personnelles. Donc, au titre du RGPD, le DPO devrait être associé à toutes ces questions qui sont relatives aux données personnelles, quelle que soit la technologie utilisée, IA ou pas, c'est censé être son rôle. Euh, et donc, dans ce cas, l'organisme est tenu d'impliquer le DPO dès le début sur ces réflexions-là pour qu'il s'assure que les systèmes d'IA qui sont utilisés sont respectueux de la protection des données, en fait, finalement, parce que c'est ça, c'est son rôle. Et sachant qu'il y a pas mal de... C'est sûr que le RIA, ça reste c'est une réglementation produit, ça n'a pas du tout la même... ça n'a pas le même... comment dire? On Impact? ne peut pas le comparer en fait au RGPD, mais
Mais le DPO dispose déjà de nombreux atouts et de nombreuses réflexions qu'il a déjà à travers ses autres textes qui font qu'il peut en fait avoir un rôle déterminant dans la conformité au RIA. Surtout que ce règlement, en fait, c'est une lex spécialiste au RGPD, donc ça vient compléter le RGPD en fixant des conditions particulières pour les systèmes d'IA. Mais D'accord. le DPO n'est pas nécessairement, si on peut dire, le chef de file de l'application du RIA, parce que, en fait, impliquer le DPO, ça ne signifie pas nécessairement le mettre en chef de Mhm. file sur ces sujets-là, parce que déjà, le RIA, il ne mentionne pas explicitement le DPO. Donc, si on veut s'attarder au texte lui-même, il n'est pas obligé. Et surtout qu'il y a différents backgrounds de DPO qui n'ont pas les mêmes compétences, qui n'ont pas le même parcours. Et donc, c'est pas simple, en fait, de mettre cette personne-là en position chef. Donc, finalement, oui, il peut être le référent de l'IA seulement s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ça, c'est important aussi. Et si surtout l'organisation lui donne les moyens d'exercer ce rôle parce qu'il va devoir monter en compétence hein, sur certains sujets. C'est pour ça que la CNIL, en fait, elle a lancé une enquête à ce sujet et les résultats vont être publiés au premier semestre 2026. L'enquête de savoir, qui s'adresse principalement au DPO, pour savoir comment ils sont en train de vivre ce bouleversement, comment ils intègrent l'IA dans leur pratique et jusqu'à où ça devrait aller. Donc, on attend les résultats de cette enquête-là prochainement. Merci. Et donc, en continuant dans la même logique, Fabrice, je te pose des questions sur notamment le référent IA. De ton point de vue, quelles sont les compétences en fait qu'il doit avoir ou les compétences minimales à avoir en cybersécurité pour être référent IA? Ok, alors le référent IA, pour moi, qu'il soit DPO ou que ça soit une équipe, il faut d'abord qu'il ait une bonne une compréhension de ce que c'est une IA. Il y a tout un jargon qui tourne derrière, hein, ce que c'est un LLM, hein, ce que c'est un RAG, ce que c'est, comment fonctionne un chatbot. Donc, il doit pouvoir comprendre d'abord ce que c'est une IA, quelles sont les différentes IA aujourd'hui, parce qu'on entend par exemple parler beaucoup de ChatGPT, mais on parle aussi beaucoup de Copilot. Mhm. Qui est intégré directement dans Microsoft. Alors, est-ce qu'on peut appeler, par exemple, Copilot une IA à proprement dit, oui ou non? Là, il y a des débats parce que c'est une IA sans en être une, puisqu'ils vont aller chercher des informations dans des IA ouvertes, hein, ce qu'on appelle les LLM, comme ChatGPT et OpenAI. Donc, oui, il faut avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement des IA, la différence entre une IA générative, une IA propriétaire, un agent IA, et de pouvoir savoir où est-ce qu'on utilise de l'IA. Dans les chatbots, il y a de l'IA. Aujourd'hui, quand je discute avec des entreprises, eh ben, je m'aperçois que tous ne savent pas que DeepL, qui est l'outil de traduction qui est fortement utilisé, est une IA. Il faut savoir que c'en est une. Donc, les outils de traduction en ligne, de pouvoir comprendre quand on parle d'IA, d'agent IA intégré dans une application métier, que ce soit un CRM ou un ERP, de savoir comment. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de compétences techniques pour être référent IA. Pardon, Mhm. il faut que le référent puisse comprendre ce que c'est une IA, comment elle fonctionne, quelles sont ses limites aussi. Et oui, c'est un minimum. C'est comme le DPO doit comprendre les textes de loi du Bien sûr. RGPD. Bah, là, il y a un background technique à comprendre, oui. Comment faire pour éviter que la gouvernance IA soit purement technique ou purement juridique d'ailleurs? On sait que le référent donc, doit avoir ses compétences minimales dont que tu viens d'évoquer, mais comment faire pour que ça soit pas non plus un Excel, que la gouvernance soit un Excel mis de côté, que ça soit purement technique, que le reste ne comprend pas, ou purement juridique, que le reste ne comprend pas non plus? Alors, tu parlais tout à l'heure des équipes IA, c'est-à-dire au niveau du référent et d'avoir parfois une équipe. Ça me paraît Mhm. très important qu'il y ait une collaboration entre les différents départements impliqués. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une convergence justement des réglementations et une convergence des usages qui vont impliquer aussi bien l'informatique que donc la sécurité informatique que la partie juridique.
Exemple, une IA, aujourd'hui, on pousse énormément de données dans les IA. Donc, ça va impliquer le RGPD par rapport aux données personnelles, mais ça va impliquer aussi la partie soit juridique purement de l'entreprise, mais aussi la partie cybersécurité, parce on risque d'y exposer des données sensibles, propres à l'entreprise elle-même. Donc, il est important qu'il y ait cette complémentarité. Et moi, ce que je conseille aux DPO avec qui je discute, c'est justement d'aller voir les CISO, les RSSI, les DSI, les équipes métiers pour en discuter avec eux, pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui gérer un projet IA. Aujourd'hui, si demain le département marketing d'une entreprise lance un projet IA ou même les ressources humaines pour avoir un outil de collaboration plus performant au sein de l'entreprise, eh bien, il faut que le DPO ou le référent IA puisse travailler avec les équipes informatiques. Ça ne peut pas se faire sans cette collaboration. Donc oui, impliquer les équipes techniques, les équipes informatiques pour tout projet d'IA et notamment pour mettre en place cette bonne gouvernance. Et est-ce que ton retour un peu terrain, hein, vu que tu travailles avec pas mal de ciseaux au domaine de DPO, est-ce que tu vois déjà cette collaboration se mettre en place ou est-ce que c'est à venir en fait? Absolument, de plus en plus Ok. dans les outils, par exemple, que je propose à mes clients, il y a des outils qui sont justement pour détecter soit le shadow IT ou le shadow AI, c'est-à-dire les utilisations non maîtrisées ou non connues par le service Oui. IT. Eh bien, Que nous quand allons voir un on... peu plus tard. Pardon? Que nous allons voir un peu plus tard. Voilà. Ouais. Eh bien, je m'aperçois que dans les réunions aujourd'hui, soit la réunion est lancée, est à l'initiative du RSSI et il implique le DPO, il demande au DPO de venir dans la réunion et inversement aussi, le Hmm. DPO demande aux équipes métiers parce que on a besoin, de plus en plus, ils vont devoir collaborer. Ce sont deux compétences différentes. Il y a un côté légal. Aujourd'hui, la plupart des DPO ont un background juridique. Les RSSI n'ont pas ce background, ils sont beaucoup plus techniques, donc il y a cette complémentarité, et oui, en effet, je la vois de plus en plus, oui. Alors, justement, en parlant on va rebondir sur les questions juridiques maintenant, puisque il est important pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe, ben, on va devoir parler aussi de formation et de culture de l'IA. On ne peut pas implémenter des solutions d'IA dans une entreprise, lancer des projets sans Mhm. qu'il y ait un minimum de formation et de culture IA. Donc là-dessus, j'ai quelques questions pour toi, Leïla. La première, elle va être principalement sur le non-respect. Par exemple, est-ce qu'il y a des conséquences au non-respect des obligations de l'IACT en matière de formation? Est-ce qu'on doit former les collaborateurs à l'IACT, comme c'était le cas au Alors, niveau GDPR? déjà, donc pour un petit rappel, l'EAAC, dans son article 4, en fait, il prévoit depuis février 2025 que les fournisseurs, les développeurs de systèmes d'IA doivent s'assurer que leur personnel et leurs utilisateurs disposent d'un niveau de connaissance suffisant et d'une bonne maîtrise de l'IA. Pour ce faire, il y a plusieurs exemples concrets qui ont été donnés par la Commission dans une sorte comme un recensement en fait de plusieurs démarches de boîtes différentes sur ce sujet-là, parce que c'est pas non plus simple de se dire qu'ils doivent avoir un niveau de connaissance suffisant. Il faut aussi savoir comment le faire. Et donc, dans ce sort de répertoire, c'est intéressant d'aller voir. Je pourrais vous mettre le lien plus tard. On montre comment de grosses boîtes comme Microsoft jusqu'aux petites boîtes et petites startups, comment elles font. Donc, c'est aussi intéressant d'aller s'inspirer. Euh, mais donc, pour revenir à l'obligation, il faut savoir donc que cette obligation de formation de culture, qu'on appelle AI literacy en anglais, en fait, elle varie en fonction des compétences techniques, de l'expérience, du niveau d'éducation et de ces personnes-là. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que, je ne sais pas, un développeur soit formé de la même manière qu'un stagiaire juriste qui n'y se connaît pas. Donc, à savoir que c'est une approche un peu par contexte, par les risques qu'on adopte ici. Et pour la conséquence en fait du non-respect de cette obligation-là, euh, il n'y a pas de sanctions directement liées en fait à ce manque-là.
Mais ça va être un critère qui va être pris en compte pour les autres sanctions relatives à l'EA, par exemple les autres sanctions pour les systèmes, pour les fournisseurs de systèmes à haut risque. Disons, ils vont être sanctionnés parce qu'ils ont pas été transparents sur l'utilisation de l'IA. Je donne n'importe quel exemple. Eh ben, dans le chiffrage de cette sanction-là ou dans l'imposition de cette sanction, on va prendre en compte le fait de savoir s'ils ont formé leurs équipes ou pas. Et donc, ça peut être un facteur aggravant des violations de la loi. Donc, c'est une sorte de manque de diligence raisonnable dans la gestion des risques, des billets, le fait de ne pas avoir formé les équipes parce qu'ils ne savent pas finalement quoi faire quand on met des données personnelles dans les outils sans savoir. Donc voilà, c'est un facteur aggravant. Et à l'inverse, si on propose et si on, surtout on prouve qu'on a proposé une formation, donc il faut quand même aussi documenter ça, ça permet de mieux se défendre en cas de contrôle ou de poursuite. D'accord. Euh, donc voilà, à savoir que l'omnibus, hein, comme on parlait avant, il va réviser un peu à la baisse ces obligations-là, parce que au lieu de les imposer, si le projet est adopté bien sûr, mais au lieu d'imposer aux fournisseurs une obligation juridique directe de AI literacy, donc de mettre en place ces mesures-là, la charge va être déplacée vers la Commission et les États membres qui vont eux-mêmes devoir promouvoir cette culture-là et encourager les fournisseurs à le faire et en donnant des moyens très concrets pour. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que peut faire une organisation maintenant pour justement améliorer cette maîtrise de l'IA au sein des équipes? Est-ce qu'il y a des choses qui existent, des supports, Comment on peut faire? Alors ici, enfin, ici, il faut savoir il faut enfin, différencier un peu l'idée il ne s'agit pas de former les collaborateurs à utiliser les outils, mais plutôt à leur donner une compréhension claire de certains enjeux très importants, comme quelles sont les limites des systèmes d'IA. Il faut savoir que, par exemple, en utilisant un LLM, c'est qu'une probabilité statistique de mots, de tokens qui sont liés les uns aux autres. C'est fait pour donner une réponse. Il faut toujours donner une réponse, mais on ne sait pas si c'est la réponse correcte ou pas. Avoir le réflexe d'aller regarder les sources, par exemple, derrière. Donc déjà, les former sur ces limites des systèmes, les risques des billets, des erreurs, d'hallucinations que nous allons voir un peu plus tard derrière. Mais il n'y a pas de modèle unique, en fait, que l'organisation peut suivre. Le contenu peut varier en fonction du secteur, de l'organisation, des responsabilités en jeu, bien sûr. Mais encore une fois, c'est former sur ces enjeux-là, évaluer les besoins à la formation déjà, analyser les programmes qui sont existants. Peut-être qu'on n'a rien en place, peut-être qu'on a déjà quelque chose en place, mais savoir où sont les lacunes, en fait, principalement en matière de connaissances sur l'IA, et avoir une approche différenciée. Donc, comme j'ai dit, tous les employés n'ont pas besoin du même niveau de connaissances. On peut mettre, par exemple, une formation de base et ensuite suivie par plusieurs modules plus ou moins avancés selon les rôles. Donc, si c'est un développeur, c'est quelque chose, et si c'est une équipe commerciale, c'est autre chose. Donc, prévoir ça aussi de cette approche différenciée. Et pourquoi pas réaliser des simulations. Par exemple, pratique, je ne sais pas, notre chatbot vient de divulguer des données clients, qu'est-ce qu'on fait? Donc, mettre en place ce genre de simulation aussi, ça serait important. Ok, merci. Je pense qu'il y a Voilà, aussi des revues qui ont été publiées, des supports d'autorité. Je vois, en Belgique, je carrément, vois le CCB a publié bien sûr. certains documents par rapport à Mhm. l'IA. Il y a le ministère de l'économie aussi qui a posté pas mal de choses sur leur site web. Donc, il y a aussi des supports qui peuvent être utilisés pour comprendre et lancer justement un peu ces campagnes de sensibilisation. C'est vrai. Ok. Et en fait, le risque finalement d'une mauvaise maîtrise de l'IA et d'une mauvaise culture, c'est quand même le shadow AI parce que ça peut être vu comme un signal précoce en fait d'un décalage entre la vitesse de l'innovation en matière d'IA et la gouvernance organisationnelle derrière. Donc, Mhm. c'est un vrai risque. Et question à toi, Fabrice, en tant qu'expert cybersécurité. Euh, Concrètement, c'est quoi le Shadow AI? On l'entend beaucoup, mais qu'est-ce que c'est, si tu peux nous dire vite fait? Alors, le Shadow AI, avant on a toujours ce qu'on appelle le Shadow IT qui est connu par les métiers de Voilà. l'IT, qui est l'utilisation de solutions ou Mhm. d'outils informatiques qui ne sont pas connus et validés ou maîtrisés par les équipes IT. Le Shadow AI, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein d'une Ok. entreprise,
quand moi je discute avec des RSSI ou des DPO, il n'y en a aucun qui sait me dire quels sont les usages qui sont faits par les Mhm. collaborateurs. Pourquoi? Parce que il y en a tellement aujourd'hui. Je serais curieux si quelqu'un peut me dire, bah moi je sais exactement quels sont les outils d'IA génératifs qui sont utilisés. Donc aujourd'hui, le Shadow AI, c'est toutes les utilisations d'IA, que ça soit une IA générative, donc comme Mhm. un ChatGPT, que ça soit un outil de développement par des développeurs, que ça soit un agent intégré dans une solution SaaS, qui peuvent Mhm. être utilisés par des collaborateurs sans que ni le DPO ou le référent IA et que l'IT soient au courant. Alors, c'est ça le shadow AI, c'est ça, c'est la méconnaissance, tous les outils qui sont Ok. méconnus par d'un côté le référent IA DPO et l'IT au niveau de l'organisation. Et c'est quoi le risque de ne pas connaître spécifiquement les Ah, usages, notamment de l'IA au sein d'une entreprise? alors, les risques, ils sont nombreux. Il y a des risques réglementaires, il y a des risques d'exposition de données confidentielles. Par exemple, je parlais tout à l'heure des traducteurs en ligne, mais aujourd'hui, ChatGPT traduit aussi bien, voire mieux que DeepL, qui est très connu que Google Translator. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pourrais prendre tout un texte. Je suis, je ne sais pas, un médecin dans un hôpital, je peux prendre tout un texte et de dire, bah, en Belgique, comme on a plusieurs langues, de dire, bah, traduis-moi ce texte pour mon confrère néerlandophone, du français vers le néerlandais et je vais exposer toutes les données médicales du patient. Donc là, il y a un risque Mhm. d'exposition de données confidentielles, mais ça peut être aussi de données personnelles, de secrets d'affaires, de risques. Donc il y a aussi des risques de réputation. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment, et on l'a vu dernièrement, et je vais prendre un exemple très parlant, c'était dans la presse, donc je peux le citer, il y a un gros Oui. bureau qui s'appelle Deloitte qui a été attrapé, on va dire, entre guillemets, c'est en Australie où il a remis un rapport complet à un client qu'il a facturé 1,5 million de dollars. Mhm. Et le client s'est retourné contre lui en disant, écoutez, vous êtes gentil, mais on voit que ça a été fait entièrement par ChatGPT et en plus, il y a des biais, c'est-à-dire il y a des erreurs dedans. Donc, ils n'étaient pas Et des contents, ils ont sources demandé quoi? inexistantes. Ouais. Pardon? Et des sources inexistantes aussi, Et de citées. sources inexistantes, Ouais. donc ce qu'on appelle des biais, des erreurs de l'IA. Et donc, ils ont été obligés de rembourser 300 000 dollars à leurs clients. Donc, au niveau de la réputation d'un bureau comme Deloitte, ça fait un petit peu tâche. Donc, en effet, la réputation peut être entachée. Mhm. Peut y avoir aussi des risques d'utilisation frauduleuse de l'IA et des utilisations qui ne sont pas liées à l'activité professionnelle. Je m'explique, moi je suis un utilisateur dans une entreprise et j'ai mon cousin ou mon enfant qui me dit, tiens, j'ai besoin de faire un rapport pour mes études, est-ce que tu peux m'aider? Parce que je sais que toi au bureau, tu as accès à plein de choses. Et d'aller utiliser un outil qui va me permettre de faire le travail de quelqu'un d'autre. Donc, je ne suis pas payé pour ça. J'expose aussi, je vais dire, d'aller sur des IA qui ne sont pas conformes. Après, peut y avoir des violations en termes de risques liés à des règlements, je pense à la NIS 2, hein, puisque la NIS 2 est là. Ça peut être aussi l'IA Act, ça peut être aussi le Cloud Act, hein, où je vais exposer des données sensibles par rapport à une réglementation auquel j'expose des risques. Donc les risques, ils sont nombreux. Il faut pas les sous-estimer, il faut pouvoir les maîtriser. Et une fois qu'on a connaissance en fait de ces risques, je pense que c'est un peu le sujet de tout le monde de dire que ok, on est conscient des risques, mais derrière c'est impossible d'aller savoir qui fait quoi, comment mettre, enfin quoi mettre en place en fait pour lutter contre le shadow AI. Alors, oui, alors là c'est vraiment une bonne question parce que le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir ce qui se passe. Avant de prendre des mesures, il faut pouvoir comprendre. On n'est pas, aujourd'hui, on ne peut pas protéger quelque chose dont on ignore l'existence. Et on l'a vu, nous, dans l'ordre d'audit, hein, je vais en parler juste dans quelques secondes. Aujourd'hui, il va falloir mettre des mesures en place. Donc, même si on sait que on va augmenter la productivité de à peu près 40, voire minimum 40% des collaborateurs en utilisant l'IA. Il va falloir avoir des indicateurs techniques pour comprendre ce qui se passe. Alors, il y a différentes possibilités. La possibilité la plus simple, ça serait d'aller faire des interviews, c'est-à-dire de passer dans chaque bureau et que quelqu'un demande aux collaborateurs, dis-moi un petit peu ce que tu fais avec l'IA, quels sont les usages, quelle IA tu utilises, quelles données tu mets dedans. Vous vous doutez bien que ce genre de méthodologie ne va pas fonctionner.
parce que déjà, c'est un travail gigantesque. Vous avez une entreprise à peu près même de 2000 personnes, vous n'allez pas aller interviewer 2000 personnes. Et en plus, ils ne vont pas tout vous dire, parce qu'ils vont se sentir Ouais, un ils petit ont peu peur. contrôlés. Vous Ouais. risquez d'avoir un petit retour des ressources humaines en vous demandant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire auprès du personnel? On peut pas demander tout ce genre d'informations. Donc, c'est très compliqué par l'interview. Alors, après, on va pouvoir utiliser des indicateurs techniques, hein, et là, c'est l'IT qui se le fait par rapport aux logs. Donc, les logs, les proxys, les listes d'URL, donc les listes de navigateurs qui ont été utilisés par l'utilisateur. On va pouvoir remonter toute une série d'informations et de voir quels sont les IA qui ont été consultés par les utilisateurs. Alors, même chose, on peut le faire d'une manière anonyme ou pas. Maintenant, il y a toujours ce côté de dire, est-ce que je ne serais pas en train de fliquer mon personnel? Donc, Mm. c'est toujours assez compliqué de pouvoir mettre ces mesures techniques en place. Ou alors, il y a des outils. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent, et on va en voir de plus en plus qui vont arriver sur le marché, des outils qui vont pouvoir permettre d'auditer, c'est-à-dire des outils qui vont permettre de pouvoir capturer d'une manière anonyme, premièrement, tout ce que les IA qui seront utilisés et le type de données qui sont exposées dans les IA. C'est un outil qui a été déployé il n'y a pas longtemps dans un hôpital en Belgique. On s'est aperçu qu'au bout d'un mois, on avait quasiment atteint plus de 4000 itérations de données médicales qui avaient été explosées dans les IA. Ouf. Donc, différentes IA et des IA, parce qu'aujourd'hui, on entend tous parler de ChatGPT, d'OpenAI, de Gemini, de Mistral, mais il y en a une pléthore Plein d'autres. d'IA et il y en a des nouvelles tous les jours, donc il va être très difficile. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des solutions qui vont automatiser et de manière anonyme, c'est-à-dire qu'on n'accuse personne, on ne va pas dire c'est telle personne qui a fait ça, mais ça va permettre simplement d'avoir un état des lieux, un rapport qui va vous dire voilà ce qui se passe au sein de l'organisation. Et seulement après ça, on va être en Mm. capacité de mettre des mesures en place. Parce qu'aujourd'hui, mettre des mesures, la mesure la plus simple qu'on pourrait faire, c'est de dire je coupe tout et j'interdis les IA de partout. Il y a des sociétés qui l'ont fait. Alors automatiquement, on se dit, mais il y a des pertes de productivité, les concurrents, ils font pas ça, donc faut pas oublier non plus qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est que la concurrence est là. Mm. Donc ensuite, on va pouvoir aussi utiliser des solutions qui vont permettre de pseudonymiser ou d'anonymiser les données avant qu'elles soient exposées dans les IA. Principalement les IA génératives, c'est-à-dire que je vais créer un prompt dans ChatGPT et la solution va être capable, par exemple, de détecter la nature de la donnée, si c'est une donnée médicale, une donnée de géolocalisation, une donnée financière, et de l'anonymiser de manière à ce qu'elle ne soit pas transmise dans ChatGPT, mais que Mm. ChatGPT puis reste en mesure de donner une réponse pertinente. Donc la réponse va être pertinente, on va pouvoir l'utiliser, mais avec des données soit anonymisées ou de substitution, c'est-à-dire de la pseudonymisation. L'autre chose qui est très importante, et je terminerai là-dessus, c'est de faire ce qu'on appelle de l'IA by design. Comme on le connaît au niveau du GDPR, hein, on dit que dès qu'on lance un nouveau traitement, un nouveau processus de traitement de données, on devait appliquer le privacy by Ouais, design. disons. Eh bien là, il faut mettre l'AI by design aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un département, que ce soit marketing, que ce soit ressources humaines, quel que soit le département qui va lancer utiliser un nouveau logiciel, par exemple, que ce soit un pur logiciel d'IA ou un agent d'IA, de contacter justement le DP ou le référent IA pour travailler sur le design, donc de l'IA par design, avant de lancer le processus. Et on l'a encore vu là chez un client il n'y a pas longtemps, où ils n'ont pas fait ce travail et on s'est aperçu que l'agent IA qui était utilisé allait chercher des données dans un fichier SharePoint qui était ultra confidentiel Mm. et qui était en dehors, je vais dire, c'était dans le cadre d'un test d'une solution qu'il faisait, mais que l'IA a été chercher des données qu'il n'était pas censé aller chercher. Donc pour moi, le DPO ou le référent IA a un rôle de sensibilisation à jouer. Il doit être là avec les autres départements, regarder avec l'IT quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place avant de mettre une gouvernance, puisque on ne peut pas mettre une gouvernance sur des choses dont on ignore leur Bien existence. sûr.
J'espère répondre. C'était un petit peu long, mais il y a tellement de choses à dire. Mais Non, j'ai mais pas c'est mal de retours d'expérience aujourd'hui de ce qui se passe. J'ai beaucoup de discussions avec des entreprises et je pense que il y a des mesures à mettre en place. Il faut, et bien sûr, essayer de choisir des mesures européennes, bien sûr, et de pas aller chercher des solutions, parce qu'il y a pas mal de solutions sur le marché américain qui existent, mais automatiquement, bah, on rentre dans une autre problématique d'exposition de données à partir du moment où on n'a plus cette souveraineté. Et puis, Donc, le AI by design, c'est aussi 'fin, de se dire qu'il faut assurer un contrôle humain effectif sur les systèmes d'IA, qu'il faut favoriser la transparence, l'explicabilité des modèles. Après, on tombe peut-être dans le problème du black box des modèles parce qu'on ne sait pas, il y a alors, des trous, on ne peut pas tout expliquer, mais qu'on soit le alors, plus transparent possible et éthiquement parlant. tout à fait. J'ai un exemple qui s'est passé tout près chez nous, qui s'est passé en Hollande. Je vais quand même prendre une ou deux minutes pour en parler. Oui, bien sûr. Le gouvernement hollandais a installé des caméras sur les ponts au-dessus des autoroutes pour détecter, via une IA, les comportements des conducteurs, notamment ceux qui étaient au téléphone. Donc, en fin Mhm. de compte, la caméra était capable de détecter si une personne dans sa voiture était au téléphone. Et il y a un citoyen belge qui a pris une amende, et les amendes dépassent 200 ou 300 euros, je crois, donc ce n'est pas insignifiant, a pris une amende parce qu'on lui a dit que tu étais au téléphone en conduisant sur telle autoroute en Hollande. Il a contesté, il a demandé de recevoir la photo. Et la photo, qui a fait la une des journaux en Belgique, hein, on en a parlé partout, la personne, on voit très bien sur la photo, qui se gratte l'oreille. En fin de compte, il n'a pas de téléphone, il a simplement la main à l'oreille. Mais l'IA a détecté sur base d'un comportement gestuel, il a Le interprété de fait, se mettre le doigt à l'oreille qu'il était au téléphone. mm, Donc ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que on a laissé une IA prendre une décision juridique. Sans, donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas eu de contrôle humain derrière. Donc, on a laissé. Alors, voilà. est-ce qu'il n'y a pas eu de contrôle humain parce que ils ont été débordés, ils n'avaient pas le temps, ou alors ils font confiance à 100% à l'IA, mais on voit qu'on ne peut pas. Donc, une IA a donné je vais dire, a permis de prendre une décision juridique. Deux, il n'y a pas eu de contrôle humain. Et Mhm. le troisième problème, c'est que si cette jurisprudence, elle aboutit, que va faire le gouvernement? Parce que ça veut dire qu'il va devoir rembourser ou revoir toutes les décisions qui ont été prises grâce à cet outil auparavant. Et je ne sais pas combien il y a eu de centaines, mais on est en plein dedans et je vois déjà un petit commentaire qui arrive. Et en effet, le contrôle humain après une décision par une IA est obligatoire. Et dans les mesures et dans les formations à donner aux collaborateurs au niveau de la gouvernance de l'IA, c'est de dire, à partir du moment où vous recevez une réponse d'une IA, contrôlez-la avant d'utiliser, de faire un copier-coller de la réponse et de l'utiliser. Mm. Contrôlez bien, une IA peut se tromper, une IA peut induire en erreur une décision. Donc, il faut contrôler le contrôle humain. L'IA n'est pas une solution, une réponse universelle qu'on peut prendre comme ça, sonnant et trébuchant. Voilà la petite anecdote que je voulais dire par rapport à l'IA et ça va permettre de rebondir sur la suite, Leïla, justement, sur cette fameuse charte et l'utilisation. Donc aujourd'hui, dans les mesures techniques qu'on va devoir mettre en place, que je viens d'aborder, il y a cette charte d'utilisation d'IA qu'il faut mettre en place. Et là-dessus, j'ai des questions pour toi parce qu'on parle beaucoup, moi, les entreprises avec qui je parle, on me dit à chaque fois, nous avons créé un groupe de réflexion, un groupe de travail sur la gouvernance de l'IA, on va écrire quelque chose. Mais justement, avant d'établir une charte IA, quelle est la bonne question, les questions clés à se poser? Alors, comme tu l'as très bien dit, on ne peut pas protéger ce dont on ignore l'existence. Donc, ça revient un peu au même sujet d'identifier les IA qui sont utilisées dans l'entreprise, y compris si on peut celles qui sont intégrées enfin, sans validation officielle, donc le Shadow AI, dans la mesure du possible. Identifier le sponsor, donc qui va prendre en main, en fait, qui porte la charte. Dès le début, c'est important d'avoir cette personne-là, bien que ça va être un travail d'équipe, mais mettre un owner au sujet. Et ensuite, impliquer les parties prenantes, donc IT, RH, voilà, différents métiers. Euh, mais pour ce faire, donc les questions qui sont un peu clés à se poser une fois qu'on fait ça,
c'est quels sont donc on a pu recenser les outils dans la mesure du possible. Quelles sont les données qu'on traite là-dedans? Euh, Ça revient au sujet de données sensibles, de secrets d'affaires, de données personnelles. Donc, comment, en fait, quelle est l'utilisation qui en découle de ce système d'IA qu'on a? OK, on l'a identifié, mais quelle utilisation en est faite? Et dans quel cas d'usage, en fait, on souhaite autoriser ou bien interdire l'IA? C'est quoi la zone rouge? C'est quoi les zones qu'on n'accepte pas? Euh, au contraire, quels sont les usages qu'on va autoriser? Et comment l'usage qui en effet va s'aligner avec les valeurs en fait de l'organisation. C'est important parce que ça peut, je ne sais pas si la valeur de l'entreprise c'est la rapidité et et un peu moins le contenu, la qualité, etc. Bah, c'est une autre vision qu'on aura de l'IA. Est-ce que la valeur, c'est de garder cette transparence, de garder cette qualité? Donc, s'aligner un peu aussi avec les valeurs, les objectifs de l'organisation et se répondre en fait, à ces questions-là avant d'établir la charte. Parce que c'est beaucoup moins pertinent de prendre un template sans identifier les usages qu'on veut en faire, qui sont pertinents à notre cas que de partir au contraire d'en bas vers en haut en fait. Et savoir aussi parce que est-ce qu'on a des livrables qu'on rend aux clients ou pas? Si on a des livrables aux clients, est-ce qu'on leur a demandé si ça leur va d'utiliser l'IA? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour être transparent aussi vis-à-vis de ça? Donc, connaître vraiment nos usages, notre manière de fonctionner et comment l'IA est venue au-dessus de tout ça pour établir une bonne charte. D'accord. C'est mieux Donc, de il y a des commencer par éléments là. clés à introduire, à Et inclure, justement. Il y a des voilà. éléments clés. Ce que tu venais de dire par rapport aux usages, exactement quel type de données haut. Donc, il y a vraiment des éléments clés. Mais donc, les réflexes aujourd'hui, pour qu'une IA soit efficace, hein, quels sont les bons réflexes? Tu viens d'en donner certains. Donc, on rentre un peu dans l'IA by design, dans la charte by design, puisqu'il faut d'abord découvrir. Et est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, notamment par rapport à la mise en place justement de cette charte IA? Est-ce on n'aurait peut-être pas trop tendance à mettre trop de choses dedans ou pas assez de choses? Quelles sont les erreurs à éviter? Déjà, il faut s'assurer d'utiliser un langage qui est clair et accessible à tous, parce que c'est pas le but de compliquer non plus le jargon. C'est important qu'on soit clair, d'illustrer encore une fois par des exemples concrets, d'adapter le document au contexte de l'organisation, mais surtout de donner une valeur en fait à cette charte. Est-ce qu'on l'intègre, est-ce qu'on l'annexe au contrat de travail, est-ce qu'on l'annexe au règlement intérieur? Donc, c'est cette qualité-là, cette valeur-là, c'est aussi important de la prévoir. Parce que sinon, enfin, c'est une autre charte qui peut-être n'a pas les mêmes conséquences si on l'annexe pas au contrat de travail ou au règlement. Euh, et pouvoir en fait l'actualiser, la revoir régulièrement. C'est pas un document qu'on signe au début de l'année et puis 3 ans plus tard qui devient un peu obsolète parce qu'on sait qu'on est conscient de la vitesse à laquelle part l'IA, la technologie. Donc c'est très important d'assurer un mécanisme de revue régulier. Mhm. Et intégrer notamment les nouveaux outils, intégrer peut-être les nouvelles obligations de l'EA Act dedans dès qu'ils rentrent en vigueur. Donc, important de toujours revoir et de peut-être mettre des facs internes, des réponses à des questions un peu pratiques rapidement. Mhm. Donc, éviter de copier-coller une charte générique, en fait, c'est ça, c'est ça l'idée. L'erreur aussi, c'est de négliger la formation des équipes en parallèle. On ne met pas une charte alors qu'on n'assure aucune formation. On revient à ce qu'on a vu avant. Donc, c'est important que ça s'aligne en fait pour que ne pas que la charte reste lettre morte. D'accord. Euh, D'ailleurs, donc je voilà. pense que ce que tu viens de dire, de ne pas utiliser des chartes, parce que il est facile de demander une charte IA à ChatGPT, hein. Ah Il va oui, vous la faire, hein. Mais justement, je crois d'ailleurs que d'Astra, vous avez un template de charte IA dans eh oui, votre on en a. logiciel, hein, qui permet justement Et alors c'est pas une charte qu'il faut utiliser telle quelle, mais ça donne les bonnes bases, je pense, pour pouvoir ça donne les bases avoir une charte. et en plus, on a la possibilité de tout de suite relier le système d'IA dont on parle, les jeux de données qui sont inclus dans ces systèmes. Donc, ça rend la charte très concrète et beaucoup moins un template qu'une sorte de charte liée un peu au registre de traitement, au Mhm. registre des systèmes d'IA. Donc, c'est
c'est important qu'elle soit vivante, en fait. Voilà. D'accord. OK, donc voilà sur les questions. Alors maintenant, on va parler un peu de cartographie des systèmes d'IA et registre des IA. Je vois que le temps tourne, on a Oui, bientôt terminé, mais peut-être rapidement. là, on va être plutôt dans une question un peu mixte hein, entre le juridique et l'expert technique. Donc déjà, est-ce qu'on doit avoir un registre spécifique des IA en plus d'un registre des traitements? Alors, il n'y a pas, tout comme le référent IA, une mention explicite ou une obligation formelle d'en avoir un registre d'IA, mais en fait, elle est très induite parce que il y a plein d'obligations qui font que c'est, par exemple, la description du système. Il faut prévoir une description du système d'IA, il faut prévoir les risques identifiés, il faut prévoir la transparence qui vient avec, la surveillance post-déploiement. Donc, en fait, c'est un corpus documentaire dans lequel on répond aux obligations, qui constitue un peu de facto un registre interne des systèmes d'IA pour qu'on puisse répondre à tout ça. Donc, même si le texte ne le dit pas littéralement, tenez un registre d'IA, c'est induit parce que les obligations cumulées, en fait, vont créer l'équivalent fonctionnel d'un registre. Euh, et ça devient indispensable parce qu'un registre de traitement, ça n'a pas les mêmes catégories, les mêmes fonctions que les obligations qui sont prévues par les actes ou qui concernent l'IA. Donc, ça va être deux registres complémentaires qui ne se substituent pas finalement. Et la pratique recommandée par les autorités, que ce soit la CNIL, le CEPD, etc., c'est d'aller clairement vers un registre IA dédié mais qui devra être lié, lorsqu'on parle de jeux de données personnelles, au registre de traitement quand même. Donc, voilà, il faut en avoir en tout cas pour assurer la bonne gouvernance derrière, sinon c'est pas possible. OK. Mais sinon, donc dans cette cartographie-là, d'un point de vue un peu cybersécurité, qu'est-ce qui est vraiment utile d'avoir à part recenser les systèmes utilisés? Ah, d'un point de vue sécurité, et là le DPO va devoir discuter ou le référent IA avec les équipes IT, il y a plusieurs choses déjà, c'est de savoir ce que fait l'IA qui est utilisée. Est-ce que c'est une IA? Est-ce que c'est un agent IA? Est-ce que on traite avec, puisque dans le registre des IA, on doit définir si c'est un éditeur, un agent, un utilisateur, un prestataire de service. Donc il va falloir discuter un peu avec l'IT pour savoir c'est quoi l'IA qui est utilisée. Est-ce que c'est simplement Copilot qui est un agent intégré à Microsoft ou est-ce que c'est vraiment des licences ChatGPT ou Gemini que j'ai utilisées? Ensuite, il va falloir regarder un petit peu, demander quelle est l'origine de cette IA, est-ce qu'elle est basée en Europe, pas en Europe, comment on y accède à l'IA. C'est-à-dire, est-ce que c'est un agent qui est installé dans une solution? Est-ce qu'il y a de l'authentification forte, par exemple, qui est remis dedans? Quelles sont les mesures techniques pour sécuriser l'accès à l'IA? Demandez aussi où sont stockées les données, parce que vous avez une IA, il faut demander à quoi a accès l'IA. Si je prends l'exemple d'un agent IA type Zive, on va lui donner accès à du SharePoint, à du OneDrive, à vos emails. Donc, est-ce que ça, vous n'êtes pas censé le savoir? Donc, le rôle de l'IT, de la sécurité, c'est de pouvoir vous accompagner et d'aller voir un petit peu, voilà, la sécurisation des données, la sécurisation des accès aux IA, quel type de données et quels fichiers ils peuvent aller consulter. Ou est-ce que c'est une IA propriétaire? Est-ce qu'elle est on-prem ou est-ce qu'elle est dans le cloud? Si elle est dans le cloud, dans quel cloud il est? Est-ce que on a, puisqu'on va devoir avoir une autre législation qui va arriver derrière, qu'on appelle le CRA, le CRA, le Cyber Resilience Act, où on va devoir demander des justifications aux éditeurs de solutions sur justement toute une série de contrôles de sécurité qui mettent en place. Donc en effet, il y a beaucoup de choses à voir et là, on en revient à ce qu'on disait au début et pour la troisième question qui est plutôt mixte, la collaboration entre le DPO et le RSSI, les équipes techniques, si on veut avoir une cartographie, un, qui est complète et deux, qui est vivante. Et Mm. pourquoi c'est important qu'elle soit vivante? C'est que les IA, il y en a des nouvelles tous les jours. En plus, elles évoluent. Et donc, il va pouvoir falloir évoluer, faire évoluer cette cartographie et c'est parfois les mesures techniques qu'on met en place ou les mesures organisationnelles par rapport à l'évolution de l'IA. Une IA aujourd'hui qui n'est disponible que à travers un PC, par exemple. Si demain on peut avoir l'application directement sur son téléphone mobile, va falloir regarder comment le téléphone mobile est sécurisé.
Même chose, très important, ça va être la sécurisation des devices. À partir du moment où j'ai des applications IA qui sont installées sur des devices, il faut s'assurer que le DPO puisse demander au RSSI, mais si jamais la personne se fait voler son PC, comment se fait sécuriser? Alors, Mm. c'est pas l'IA en elle-même qui doit être sécurisée, c'est l'accès C'est à plutôt l'ordinateur ou l'accès. l'encryption, Mm. par exemple, Ouais. des disques durs. Donc voilà, il y a, cette collaboration, pour moi, est essentielle. Je sais pas de ton Et avis. ah oui, si, si, on l'a peut-être répété plusieurs fois, hein, mais la collaboration, elle devient obligatoire. Le DPO doit aider le RSSI et inversement. Donc voilà, c'est pertinent, c'est important aussi pour le registre finalement. Mm. Donc, on en a chez Dastra un registre de systèmes d'IA et c'est important parce que ça permet de centraliser les systèmes, de renforcer la gouvernance. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, de nous contacter soit sur le site, soit en demande de contact, soit pour demander une démo. Je défile vite fait pour arriver un peu au Q&A. On en a déjà une question dans le Ouais. chat. Pouvez-vous donner des exemples d'outils qui permettent de capturer de manière anonyme les données qui sont introduites dans les IA? Fabrice? Oui, alors aujourd'hui, il y a un outil que je connais, avec lequel que j'ai déjà mis en place chez plusieurs clients pour faire des audits. Il y a un outil qui est une solution belgo-française. C'est une société belge qui a mis ça sur le marché, qui s'appelle Shield AI. Je pourrais envoyer je pourrais mettre le lien dans le chat. Je vais le mettre tout de suite. Ouais. Voilà. Donc, cette solution-là, aujourd'hui, moi j'ai déjà mis en place dans plusieurs entreprises, va permettre justement de faire un audit complet de manière anonyme. Et je vous ai mis le lien là dans le chat, donc vous pouvez aller voir. Et si vous avez des questions sur la solution, j'ai l'outil, je pourrais vous faire une démonstration. Mais on va avoir de plus en plus d'outils qui vont arriver. Alors, bien sûr, quand vous prenez un outil d'audit, essayez de prendre un outil européen, puisqu'il y a quand même toute une série de données qui sont captées et de s'assurer que je vais dire, les mesures techniques soient bien en place pour garantir l'intégrité des données là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si vous voulez qu'on ouvre les micros pour les questions, je ne sais pas. Je ne vois pas de questions. J'essaye, Je ne vois pas d'autres questions. Donc, apparemment, ça a été clair ou je ne sais pas, soit. Voilà, je vous remercie beaucoup, très clair. En conclusion, peut-être, donc on a quand même sur les 3 derniers slides, on est passé très très vite, mais Dastra aujourd'hui a intégré, puisque je sais que dans l'auditoire on a des clients Dastra aussi, Mhm. Dastra aujourd'hui a intégré justement toute une partie gestion des IA, registre des IA, cartographie. Des IA intégrées dans Dastra, donc ça peut aider pour les utilisateurs. Ceux qui souhaitent une démonstration de Dastra, il y a quelqu'un qui veut rentrer, qui a dû quitter le call. S'il y a des questions, n'hésitez pas soit à revenir par mail ou autre. Je vois qu'il y a un petit commentaire assez clair. On regardera quand même le replay car ça va assez vite. En effet, oui, on a dû aller un petit peu vite Oui, parce qu'on avait plein de sujets. un temps imparti et vous l'avez entendu, je suis bavard, donc je pourrais en parler des heures. Mais il y a quand même, j'espère en tout cas que ça a répondu, que ça a ouvert un petit peu les discussions, les réflexions que vous pouvez vous poser aujourd'hui. Sachez que pour s'il y en a qui sont du Luxembourg, parce qu'il me semblait qu'il y avait des inscrits des entreprises luxembourgeoises qui étaient dans ce call, nous serons présents le jeudi prochain au DPO Forum du Luxembourg. Hein. Jeudi toute la journée, il y a un dépôt forum sur lequel on va justement parler beaucoup de l'omnibus. Mais voilà, donc en conclusion, je pense que là, il y a je pense qu'on peut dire il y a deux grands pans d'activités qui vont se regrouper, qui sont d'un côté, on ne peut pas aborder le problème de l'IA tout seul de son côté en tant que DP ou référent IA, ou tout seul de son côté au niveau IT. Il y a besoin que ces deux corps de métier se regroupent et travaillent ensemble sur la problématique de Exactement. l'IA. Hmm. Bon, très clair, la petite conclusion. Si on n'a pas plus de questions,
Donc, comme j'ai dit dans le chat, vous aurez le replay du webinaire et les slides à télécharger sur notre site, donc un peu plus tard dans la journée. Et voilà. Merci Voilà, si je Fabrice vois. pour te joindre à nous aujourd'hui dans ce webinaire. Et voilà, Ah, on a attendez, aussi je le lien vois. Ah, ok. vers le DPO Forum de jeudi prochain au Ouais, Luxembourg. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à puis, venir nous rencontrer. Nous aurons un stand. Euh, et, si je me il y aura trompe une pas. présentation d'ailleurs. Il Peut-être y pas un aura stand. Jérôme de Et chez nous Dastra aurons. qui fera une conférence sur justement l'omnibus. Hein, et la table ronde, il faut savoir qu'il y aura l'autorité de protection des données luxembourgeoises, il y aura l'association professionnelle des DPO luxembourgeoise qui sera là, et il y aura aussi une table ronde que je vais animer d'ailleurs sur l'omnibus. Donc on va plus parler de l'omnibus, mais il y aura sûrement des conférences sur l'IA qui seront présentées. Super, bon, merci beaucoup Voilà, à merci tous beaucoup à tout le monde et très bonne et journée. n'hésitez pas s'il y a des questions, vous pouvez nous contacter par mail ou par voilà, le chat. S'il y a encore des questions, on va laisser un peu je pense que le chat est encore ouvert. Donc, Oui, il sera un peu merci à ouvert. toi, Leïla, pour Merci. cette première itération, interview un petit peu interactive comme ça. Et J'espère oui, que ça a plu à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai trouvé le concept très intéressant. merci beaucoup Fabrice et merci à tous. Très belle journée. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.